Et aujourd'hui, c'est au tour d'Aurélien Sol de nous raconter son histoire, le forgeur d'étoiles. D'abord, on commence avec de la matière, puis on ajoute de la poussière d'étoiles. Le reste se fait tout seul. L'apparition d'une comète dans le ciel étoilé est souvent annonciatrice d'agitation et de troubles. Sous les auspices de ces messagers de feu, de nouveaux empires émergent, d'anciennes cultures s'effondrent et les étoiles elles-mêmes disparaissent du ciel. La vérité est sans doute bien plus troublante. La toute-puissante entité connue sous le nom d'Aurélien Sol était déjà ancienne lors de la naissance des races mortelles de Runeterra. Ton espérance de vie est inversement proportionnelle à la mienne. C'est mathématique. Né dans le premier souffle de la création, lui et ses pairs parcouraient l'immensité du vide d'un royaume céleste immaculé, cherchant à remplir cette toile vierge aux dimensions infinies de merveilles dont la lumière étincelante apporterait joie et épanouissement à tous ceux qui la contempleraient. Espoir, émerveillement, sentiment d'être insignifiant. Imaginez ce que vous ressentirez quand j'aurai terminé les étoiles. Au cours de ses voyages, Aurélien Sol n'avait presque jamais rencontré de père. Les manifestations éternelles étaient des êtres froids et indifférents. Elles ne contribuaient que peu à la naissance d'astres, trop satisfaites de leur philosophie nombriliste en matière de création. C'est alors qu'il découvrit quelque chose. Baigné dans la lumière d'un soleil peu remarquable qu'il avait créé des lustres auparavant, un monde, de nouveaux royaumes. Salut, Runeterra. Aurélien ignorait qui avait créé ce monde ou dans quel but. Les manifestations, qui semblaient s'y intéresser de façon inhabituelle, l'implorèrent d'aller voir de plus près. La vie et la magie y prospéraient, et des civilisations naissantes cherchaient ardemment l'aide d'êtres supérieurs. Flatté par ce nouveau public capable d'apprécier sa suprême majesté, Aurélien Sol descendit se délecter de leurs adulations en prenant la forme d'un gigantesque et terrible dragon stellaire. Pleurer, prier, supplier. Toutes ces réactions sont valables. Les minuscules habitants de Targon lui donnèrent un nom, pour le remercier de leur avoir offert la lumière du soleil, et les manifestations leur ordonnèrent de préparer une offrande convenable en échange. Ils en parleront pendant un siècle ou deux. Les mortels grimpèrent au sommet de la plus haute montagne et lui offrirent une couronne splendide, élaborée avec des magies minutieuses et astucieuses et ornée de motifs mystérieux du royaume céleste. Aussitôt la couronne toucha-t-elle le front d'Aurélien Sol que celui-ci sut qu'il avait reçu un cadeau empoisonné. Cette maudite chose serrait son crâne avec une force inimaginable, à tel point qu'il était incapable de la retirer. Il pouvait sentir toutes ses connaissances du soleil et de ses créations lui être dérobées et être examinées par des intelligences largement inférieures à la sienne. Pire encore, le pouvoir de la couronne le renvoya dans les cieux et l'empêcha de se rapprocher à nouveau de ce monde. Il fut forcé de regarder les manifestations de Targon qui l'avaient trompé faire construire aux mortels un gigantesque disque brillant. Je brûlerai le cosmos pour réduire Targon en cendres. Grâce à cela, ils canalisèrent son pouvoir céleste pour créer des dieux guerriers immortels en prévision d'un conflit alors encore inconnu. Scandalisé, Aurélien Sol pouvait voir d'autres étoiles s'éteindre à travers le firmament par manque d'entretien et il s'efforçait de se libérer du contrôle de la couronne. C'était lui qui avait apporté la lumière dans cet univers. Pourquoi donc devait-il finir enchaîné par les manifestations et leurs misérables pions ? Les manifestations de Targon. Des étincelles qui se prennent pour la foudre. Il rugit de joie lorsque le disque solaire fut un échec, avant d'en voir un second, plus puissant, prendre sa place. Finalement, résigné à son sort, il vit les dieux guerriers abattre leurs ennemis, puis des créatures de pures ténèbres, avant d'enfin se retourner les uns contre les autres. Puis, dans le laps de temps du battement de cils d'un dragon stellaire, le monde fut ravagé par une succession de catastrophes magiques, et Aurélien Sol sut que Targon et manifestations qu'il avait en horreur étaient enfin sans défense. Tandis que l'influence de Targon se réduit, la mienne s'accroît. Alors qu'il faisait prudemment demi-tour, il se rendit compte que la magie qui l'enchaînait était de plus en plus faible. Des grains d'or commençaient à tomber de sa couronne, chacun d'eux flambant dans le ciel tel une comète. Mu par les possibilités alléchantes de liberté et de vengeance, Aurélien Sol contemple désormais Runeterra avec une fureur éternelle et bouillonnante. C'est certainement là, sur ce monde, que la balance cosmique bousculera à nouveau en sa faveur. Et avec elle, l'univers lui-même sera témoin du sort de ceux qui osent voler le pouvoir d'un forgeur d'étoiles. Targon sera un bûcher dans lequel je forgerai un ciel nouveau. Maintenant qu'on a vu la biographie d'Aurélien Sol, on va passer à l'histoire. Les aubes jumelles.
Le soleil si familier de cette planète se cache encore sous la ligne d'horizon. En dessous s'étend un monde brut et primitif. Les montagnes forment des barrières naturelles qui s'étirent, telles des doigts tendus sur des terres de broussailles vides. Les palais, ou plutôt les bâtiments ridicules qui sont ici considérés comme des palais, peinent à s'élever au-dessus de quoi que ce soit, si ce n'est de quelques collines basses. La courbure de cette planète épouse le ciel parsemé d'étoiles avec une grâce et une sérénité que peu de ses habitants pourront jamais apprécier. Ils sont éparpillés à travers le globe et tâtonnent aveuglément en quête de compréhension. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils aient été conquis ou à ce qu'ils soient incapables d'appréhender leur situation. L'éclat de feu que j'ai rassemblé en m'élevant vers ma destination illumine le monde que je survole. Sur cette planète, des poches de vie s'affrontent, se réjouissent ou connaissent la peur et se répandent dans le moindre recoin fertile qu'elles peuvent trouver. Oh, comme ces créatures m'observent et me pointent du doigt alors que je passe au-dessus d'elles. J'ai entendu tous les termes dont elles se servent pour me désigner. Prophète, comète, monstre, dieu, démon, tant de noms, et pourtant aucun ne me correspond. Dans une vaste étendue désertique, je perçois la pulsion de magie familière qui émane du siège de la civilisation dominante parmi ces sauvages. Voilà qu'ils construisent un immense disque solaire. Ces malheureux esclaves se frappent la tête et déchirent leurs vêtements dans mon sillage. Nul doute que leurs maîtres cruels tournent leur regard vers l'éclair de feu qui traverse leur ciel et voient en moi un bon présage. Mon passage sera inscrit dans leur pictogramme primitif, gravé sur une roche grossière, en hommage à la grande comète, cette bénédiction de Dieu céleste qui salua leur travail sacré, et ainsi de suite. Le seul but de ce disque est d'infuser la majesté du soleil dans des réceptacles les plus illustres de ces humanoïdes de chair, afin de faire d'eux exactement ce dont cette planète a besoin, encore plus de demi-dieux insupportables. Leur effort va très probablement se retourner contre eux un jour, mais je suppose que leur domination pourrait perdurer quelque temps, peut-être un millénaire, avant qu'ils ne s'effondrent et se retrouvent supplantés par d'autres. Le désert que je survole s'efface dans la nuit qui me succède, tandis que je poursuis ma route au-dessus des steppes abandonnées, puis au-dessus de ces petites collines brunes parsemées de verdure. Ce paysage bucolique dissimule un champ de bataille arrosé de sang et couvert de cadavres ou de créatures mourantes. Les survivants se tailladent les uns les autres avec des haches grossières en poussant des cris de guerre. L'un des camps est en train de se faire décimer. Des crânes de cerfs sont fichés sur les pics plantés dans les terres à côté de guerriers qui se tortillent sur le sol. Les rares individus encore debout sont encerclés par des soldats chevauchant d'énormes bêtes hirsutes. Ces quelques vaincus, cernés de toutes parts, m'aperçoivent soudain dans le ciel et le courage semble affluer de nouveau dans leurs veines. Les blessés se relèvent et agrippent leurs haches ou leurs arcs dans un dernier barreau d'honneur qui prend leur adversaire par surprise. Je ne m'attarde pas pour assister à l'issue de cet affrontement, car j'ai déjà vu ce scénario des milliers de fois. Les survivants s'empresseront de graver une image de ma comète sur les murs de leur grotte. Dans un millénaire, leurs descendants arboreront cette même image sur leur bannière et se lanceront sans doute à corps perdu dans un conflit tout aussi futile. Malgré tous leurs efforts pour capturer l'instant et archiver l'histoire, il est confondant de voir qu'ils sont incapables d'apprendre de leurs erreurs. C'est une leçon que moi-même, j'ai dû retenir dans la douleur. Je les laisse perpétuer leur cycle sordide. Ma trajectoire révèle de nouvelles habitations. Le répertoire collectif de leurs réactions couvre la gamme habituelle. Ils me pointent du doigt, s'agenouillent, sacrifient des vierges sur leurs autels de pierre. Ils lèvent les yeux et voient une comète, mais ils ne se demandent jamais ce qui se cache sous cette façade brillante. Les quelques rares formes de vie les plus évoluées, et ce terme est pour le moins vague, m'observent dans le ciel et copient mes coordonnées dans des almanachs scientifiques au lieu de voir en moi un simple présage. Cette vision est quelque peu rafraîchissante, mais même leur notion bourgeonnante d'intellect semble indiquer que je suis un phénomène céleste régulier dont l'orbite est prévisible. Oh, les exploits qu'ils pourraient accomplir si seulement... Enfin, il est inutile de s'appesantir sur le potentiel gâché de ces êtres terrestres si simples d'esprit. Ce n'est pas entièrement leur faute. L'évolution semble effectivement peiner à exercer sa traction sur ce monde. Mais hélas, ces facéties infantiles n'ont plus l'attrait de la nouveauté. Les énergies contraignantes de mes liens magiques m'ont entraîné d'un monde insignifiant à l'autre pendant des siècles. Et voilà que ce sortilège m'a ramené sur ce caillou familier et si déplaisant. L'étoile qui inonde sa surface de lumière était l'une de mes toutes premières créations. Un astre forgé avec amour et qui brille d'une lueur pure. Ah, cet instant béni où elle prit vie dans un éclat de feu, rayonnant de couleurs que moi seul, son créateur, pouvait voir. Comme cette sensation me manque. L'énergie nouvelle d'une étoile qui naît entre mes doigts et qui réchauffe mon visage. Chacune diffuse une énergie unique, précieuse, qui reflète l'âme de son forgeron. Elles sont comme des flocons de neige cosmiques qui brûlent dans l'espace comme pour défier les ténèbres infinies. Malheureusement, ces souvenirs dans lesquels j'aimerais tant me perdre sont entachés par la trahison. Oui,
C'est ici que les habitants du mont Targon m'ont piégé et m'ont asservi. Mais l'heure n'est pas au regret sur les erreurs du passé. Ces maudites manifestations veulent que je scelle une autre brèche. En leur nom, bien évidemment. C'est alors que je l'aperçois. Elle, la manifestation guerrière de ce monde, se tient seule au sommet d'un des pics, brandissant une lance faite de gemmes stellaires. Elle me voit à travers le voile de chair qui lui sert de réceptacle, une simple étincelle qui se fait passer pour un éclair. Une épaisse tresse de cheveux auburn cascade par-dessus son épaule, sur une armure d'or qui couvre sa peau laiteuse parsemée de taches de rousseur. Ses yeux, la seule partie de son visage qui ne soit pas protégée par son hameau, luisent d'un étonnant éclat rouge. La manifestation se fait appeler Panthéon, la fureur guerrière incarnée du mont Targon. Elle n'est pas la première de ce monde à porter ce titre et elle ne sera pas la dernière. Sa cape brillante flotte derrière elle tandis qu'elle lève son bras musclé et effectue un geste dans les airs comme si elle essayait de tirer sur une immense chaîne. Elle exerce une traction sur les liens grossiers de l'enchaînement qui me lie et me force à virer de trajectoire pour me rapprocher de cette montagne sur laquelle elle se tient. Elle hurle d'une voix qui résonne dans ma tête, transmise par ces ignobles couronnes de gemmes stellaires. Tous les autres sons s'effacent alors qu'elle envahit mon esprit. Dragon, Dit-elle, comme si je n'étais qu'un vulgaire monstre ailé aux maigres flammes oranges, qui pourrait s'estimer heureux s'il parvenait à enflammer un arbre. scelle leur portail. Ordonna-t-elle en désignant le fond d'une crevasse rocheuse avec la pointe de sa lance. Je n'ai pas besoin de regarder la faille violette qui érode la réalité en contrebas. J'ai pu sentir les miasmes purulents qui empoisonnent ce monde avant même d'arriver sur place. Je fige plutôt mon regard sur Panthéon. Elle s'attend à ce que je lui obéisse immédiatement comme un chien tenu en laisse, mais aujourd'hui les choses vont se passer différemment car j'ai appris ma leçon. Dragon, Dis-je en ronronnant. crois-tu qu'il est sage de me donner des ordres en m'affublant d'annonces si médiocres? Panthéon relâche sa prise sur sa lance suffisamment pour que son arme tremble pendant une fraction de seconde. Elle recule légèrement, s'éloignant de moi comme si un simple pas en arrière pouvait la protéger de ma colère. Scelle leur portail. Répète-t-elle en criant plus fort au cas où je ne l'aurais pas entendu la première fois. Elle a beau hurler, elle ne peut masquer une légère hésitation dans sa voix. Elle brandit sa lance vers moi comme si une arme aussi insignifiante pouvait me transpercer. C'est la première fois que je vois une manifestation du mont Targon perdre son sang-froid. Elle n'a pas l'habitude de devoir répéter ses ordres. Je vais m'occuper de ces ordres en temps et en heure, très cher Panthéon. Obéis à nos ordres, Dragon, ou ce monde est perdu. Aboie Panthéon. Ce monde est perdu depuis l'instant où Targon s'est abandonné à l'arrogance. Je sens la colère de Panthéon se mêler de confusion tandis qu'elle lutte pour resserrer sa prise sur mes rênes immatérielles. Elle commence tout juste à percevoir ce dont je suis déjà conscient. Targon est distrait et ne se rend pas compte que sa magie s'efface lentement de mes liens. Panthéon bugle de plus belle et cette fois je ne peux pas résister. L'enchantement rudimentaire reprend le contrôle de ma volonté. Je dirige mon intention vers la source de la brèche, nichée dans le bassin de cette vallée autrefois verdoyante et qui déborde aujourd'hui de miasmes violacés. Je sens les formes de vie perverties du néant se faufiler à travers le firmament de la réalité, générant des vagues d'énergie invisibles qui balaient les terres. En traversant cette faille, ces visiteurs importuns déchirent le voile qui sépare le vide de l'univers matériel. Ces abominations sont attirées vers moi et je sens leurs multiples yeux qui me fixent. Elles voudraient me dévorer, moi, leur plus grande menace. Des confins de mon esprit, je conjure une image des fournaises solaires que j'ai autrefois embrasées avant d'être enchaînées et qui alimentent le cœur des étoiles. Je lance des rayons du plus pur feu stellaire et j'incinère vague après vague de ces monstruosités affamées, les repoussant dans leur dimension pervertie. Une pluie de coquilles fumantes s'abat depuis le ciel. Je suis un peu surpris qu'elles ne soient pas totalement désintégrées, mais après tout, les créatures du néant ignorent les lois de cet univers. Une pulsation malsaine imprègne encore l'atmosphère. Depuis le centre de la corruption, je perçois une volonté, affamée, indomptable, bien différente des créatures écervelées qui sont habituellement les aberrations peuplant le néant. Toujours vibrante, la blessure qui déchire la réalité se tord et se replie, déformant et pervertissant tout ce qu'elle touche. Quelle que soit cette chose qui existe de l'autre côté, elle est en train de rire. Panthéon m'aboie de nouveaux ordres, mais j'ignore son intervention. Cette anomalie, cette fissure qui perce mon univers, elle me fascine. Ce n'est pas la première fois que je dois m'occuper de ce genre de faille, mais celle-ci me semble différente et je ne peux m'empêcher d'admirer cette terrifiante manipulation des barrières qui séparent les différents plans. Peu de créatures pourraient appréhender sa complexité, ni même se targuer de posséder le niveau de puissance nécessaire pour déchirer la toile de l'existence. Dans mon fort intérieur, je sais qu'une blessure si exquise n'aurait jamais pu être causée par des créatures rampantes. Non.
Cette intrusion cache quelque chose de bien plus sinistre. Je frissonne en tentant d'imaginer quel genre d'entité pourrait créer une faille aussi volatile. Je n'ai pas besoin des ordres vociférés par Panthéon pour savoir quoi faire ensuite. De toute façon, l'éventail de ses demandes a toujours cruellement manqué d'originalité. Elle veut que je projette une étoile dans la déchirure, comme si l'on pouvait se contenter de cautériser de telles écorchures interdimensionnelles. Quand je pense que ces demi-dieux obtus sont parvenus à m'assujettir, moi, au moins, ils font preuve d'un début de bon sens. Mes merveilles cosmiques enflammées peuvent effectivement remédier à ce problème. Je veux bien jouer le rôle du serviteur obéissant pendant encore quelques temps. Je prends plaisir à ce que je fais ensuite, en partie parce qu'ils s'en souviendront longtemps, et en partie parce qu'il est agréable de pouvoir enfin déchaîner un peu de mon ancien pouvoir. Mais ce qui me réjouit par-dessus tout, c'est le fait de pouvoir rappeler à l'intelligence qui contrôle cette incursion du néant, quelle que soit sa nature, que personne ne peut se moquer de moi dans mon plan d'existence. Les molécules élémentaires présentes dans l'atmosphère se rallient à ma cause et s'agrègent en une anomalie plasmique. L'amas grandissant de poussière d'étoiles détonne soudain, obéissant à mon ordre silencieux. Je viens de générer une réplique naine de l'une des majestueuses créations qui flamboient aux confins de l'espace. La lumière brillante de cette jeune étoile s'écoule de mes mains. Ce premier astre est rejoint par deux sœurs qui sont toujours à mes côtés. Elles dansent autour de moi en un radieux ballet, et leur cœur en fusion dévore les nuages de poussière et de matière que j'attire vers moi. Nous devenons une tempête d'étoiles, le ciel nocturne incarné, une folle spirale de feux stellaires. Je conjure des tornades de poussière d'étoiles brûlantes, exhalant une chaleur si pure et si intense qu'elle en affecte très légèrement l'aura de ce monde, altérant pour toujours la courbure de la planète. Des filaments de flammes stellaires irradient et tourbillonnent au centre de la faille. La gravité se distord en de multiples vagues de couleurs que la plupart des yeux ne seront jamais capables de percevoir. Mes étoiles font fondre la matière elle-même à mesure que davantage de carburant viennent alimenter leur cœur. Leur lumière se fait plus brillante et leur chaleur devient plus intense. Ce spectacle est à couper le souffle, une danse fluide de lumière aveuglante et de chaleur infernale, si puissante que pendant un court instant, de nouveaux spectres de couleurs prennent vie sous mes yeux. Un frisson parcourt ma colonne vertébrale tant la sensation est agréable. Des arbres éclatent, des rivières s'évaporent, les parois des montagnes dans la vallée s'effondrent en un éboulis fumant. Les travailleurs infatigables qui érigent leurs disques solaires, les soldats qui reprennent leurs collines, les astronomes, les adorateurs, les terrifiés, les prophètes de l'apocalypse, les désespérés, les souverains qui s'affirment, tous ceux qui ont observé ma comète de leurs yeux égoïstes contemplent désormais ma supernova et croient y voir l'aube nouvelle. Quelles chimères vont-ils invoquer cette fois pour tenter d'expliquer ce phénomène? Mes maîtres targoniens eux-mêmes ont rarement assisté à un tel déchaînement de mon pouvoir. Nul doute qu'aucun monde terrestre n'a jamais porté une cicatrice aussi profonde que celle que je viens de laisser dans cette vallée autrefois fertile. Une fois mon œuvre accomplie, il n'en reste plus rien. Pas même cette incarnation de Panthéon. J'avoue que je ne regretterai pas le moindre du monde ces vociférations stupides. Suite à ce cataclysme miniature, ce qu'il en reste des montagnes s'effondre avec fracas et rejoint les débris en fusion qui cascadent à travers la vallée. Telle est la cicatrice que j'ai laissée sur cette planète. Une violente douleur transperce soudain mon corps, diffusée par cette maudite couronne. Je suis sur le point de payer. Mon esprit est pris dans un étau et mes yeux subissent la vision amère d'une étoile qui s'éteint. Mes cœurs se serrent dans ma poitrine. J'ai la tête qui tourne. Je suis submergée par un sentiment de désespoir qui se répercute jusque dans mon âme, suscité par la tristesse immédiate et profonde qui accompagne cette soudaine prise de conscience. J'ai perdu quelque chose qui m'était précieux et c'est entièrement ma faute. Des formes de vie curieuses que j'ai rencontrées il y a fort longtemps m'ont un jour demandé comment il était possible que je me souvienne de chaque étoile que j'avais créée. Si ces créatures pouvaient seulement imaginer la sensation qui me parcourt lorsque je donne vie à une seule étoile, elles comprendraient à quel point leur question est absurde. C'est pour ça que je suis capable de percevoir lorsqu'une de mes créations adorées s'éteint soudain, expulsant de puissants rayons d'énergie et avec eux la substance même de mon esprit. J'entends le glas de cette étoile retentir dans les cieux. Elle brille une dernière fois, intensément, dans une déflagration qui noie temporairement l'éclat de ses frères et sœurs. Mon cœur se brise tandis que le firmament est mutilé en guise de vengeance brutale pour avoir osé utiliser mon pouvoir contre une manifestation de Targon. Un soleil est le prix à payer pour un seul panthéon. Tel est le tribut de ma colère incontrôlée. Tel est le genre de sorcellerie rudimentaire dont je suis l'esclave. En l'espace de quelques secondes, ils ont repris le contrôle de mes rênes et m'ordonnent d'accomplir une nouvelle tâche. Je n'ai jamais exprimé un tel degré de liberté, aussi fugace soit-il, sur aucun des mondes que j'ai visités. Et qui plus est, j'ai appris de leurs erreurs.
À présent, une partie de moi est à nouveau libre. En temps voulu, je reviendrai sur cette planète pour puiser dans ces mystérieuses sources d'énergie et briser le reste de mes liens. Je suis connectée à cette incarnation de la guerre qui se tord et se contorsionne dans des réceptacles de chair éparpillés à travers le cosmos. Elle est furieuse d'avoir perdu son avatar mortel sur ce monde. Déjà, un nouvel hôte maudit a été désigné pour accueillir la prochaine incarnation de Panthéon, un soldat de la tribu Rakor, une peuplade qui s'accroche au pied du mont Targon pour en siphonner le pouvoir comme des parasites. Un jour, je rencontrerai ce nouveau Panthéon. Peut-être choisira-t-il de se servir d'une nouvelle arme et d'abandonner cette lance ridicule. Je peux sentir le peuple céleste de Panthéon éparpillé à travers le cosmos. En un instant, toute leur attention est concentrée sur ce monde, où l'une de leurs manifestations terrestres a été vaporisée par leur propre arme. Leur confusion est mêlée à un sentiment grandissant de désespoir tandis qu'ils se disputent pour regagner leur contrôle sur moi, comme je souhaiterais voir leur visage. Alors que je m'extirpe de la gravité de cette planète, Runeterra, je perçois une émotion que je n'ai jamais ressentie chez le peuple Targon, la peur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.